Bonjour, merci d'être venu à cette 4e séance du cours sur la décolonisation des savoirs universitaires à l'heure de l'Anthropocène. Alors, je vous rappelle qu'au dernier cours, on a exploré en fait 3 approches dans la décolonisation des universités, mais du point de vue de leur autochtonisation dans le contexte canadien. Donc, on a parlé de l'approche de l'inclusion, de l'approche de la réconciliation et de l'approche de la décolonisation. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 2 études de cas, soit celle de l'université où moi-même je travaille, l'Université d'Ottawa au Canada. Et ensuite, je vais vous parler aussi un peu d'une autre université. Alors, l'Université d'Ottawa, ça va vous donner un peu une idée des enjeux de s'engager dans un processus d'autochtonisation au sein d'universités plutôt traditionnelles, plutôt mainstream. Et ensuite, je vais vous parler de comment des projets en dehors du mainstream sont développés pour vraiment aller pousser plus loin l'autochtonisation des curriculums. Et je vais vous parler un peu du Deschutes Center for Research and Learning en Alberta qui est vraiment centré autour de l'apprentissage par le biais du territoire, ce que j'ai traduit en français et qui en anglais est Land-Based Learning. Alors voilà, donc on va parler donc de l'autochtonisation à l'Université d'Ottawa. Sur la photo, c'est là, et l'autre, le Deschutes Center for Research and Learning. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours important de situer historiquement, de vraiment contextualiser de quoi on parle quand on parle d'autochtoniser une institution, se rappeler quel a été son rôle dans les politiques, par exemple, de colonisation au Canada. Ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait, l'Université d'Ottawa a été partie prenante du projet des écoles résidentielles, les pensionnats indiens dont je vous ai parlé la semaine dernière. Le Byton College, qui a été fondé par les pères Oblat en 1848 à Ottawa et qui est devenu l'Université d'Ottawa en 1889, a été de près impliqué de par la fait que, ça a été fondé par les pères Oblat. Ils ont participé à la formation des directeurs d'école des pensionnats indiens, mais encore plus, mais aussi, si on veut, au suivi, je dirais, intellectuel de qu'est-ce qui se passait dans les pensionnats. Et on apprend ça, entre autres, quand on fait un peu de recherche en archives et qu'on découvre, par exemple, dans un bulletin Oblat, Vie indienne, qui a été publié en 1957. Dans ce reportage, par exemple, on apprend qu'en août 1957, l'Institut de psychologie de l'Université d'Ottawa a organisé 5 journées d'études en collaboration avec ce qui s'appelait alors la Commission Oblat des œuvres indiennes et esquimaudes. Et cet événement scientifique réunissait et là, je cite le bulletin, les principaux de nos pensionnats indiens, des maîtres en psychologie, anthropologie et pédagogie de l'Université d'Ottawa et 5 officiers de la Division des Affaires indiennes, donc le ministère ce qui est aujourd'hui le ministère des Affaires autochtones. Et ça, dans l'objectif, et je cite encore le bulletin, de discuter des problèmes d'éducation des Indiens et des moyens éducationnels et scientifiques les plus aptes pour aider les Indiens à prendre place parmi les membres de notre société canadienne. Fin de la citation. Il ne s'agit donc pas de remettre en cause le projet même des pensionnats, mais plutôt, en fait, de réfléchir à comment le rendre plus efficace dans sa mission d'assimiler les Autochtones, donc de participer de plein pied au génocide culturel des Autochtones. Donc, vous imaginez, ça c'est le fondement de l'université. Donc, quand on parle d'autochtoniser une université comme ça, il y a énormément de chemin à faire. Bon, depuis, l'université s'est laïcisée. Elle relève plus du tout du pontificat au Vatican. Mais ça, comme toutes les universités, telles que je les décris de manière plus générale au dernier cours, c'est déjà d'abord passé par un processus, une approche plutôt inclusive pour ensuite timidement s'engager dans une approche réconciliatrice et pour commencer à brasser un peu plus la cage et essayer de se décoloniser. Donc, on l'a vu à la dernière séance du cours, l'autochtonisation par l'inclusion, ça demeure le modèle le plus répandu quant à la manière concrète dont une université va s'autochtoniser. Cette approche-là, elle est fondée sur une conception libérale des inégalités. Elle tend à concevoir l'exclusion historique des Autochtones du milieu académique en termes de problèmes d'accès,
résultant de difficultés qui sont d'ordre individuel et que les institutions auraient jusqu'à maintenant pas voulu ou su mitiger. Donc, les solutions envisagées, c'est de faire en sorte que les individus puissent avoir accès à l'institution, donc de corriger leurs lacunes en termes de capitaux matériels, symboliques, culturels, etc., par toutes sortes de services de soutien. Dans la pratique, cette politique de l'inclusion a principalement donné lieu sur les campus universitaires au Canada à la mise sur pied de programmes d'études autochtones pour créer des programmes qui parlent plus aux étudiants, donc aux étudiants autochtones, qui soient plus près des réalités qu'ils vivaient, et de centres de services pour les étudiants autochtones pour justement les équiper en capitaux matériels, culturels, symboliques pour bien réussir à l'université. Les premiers programmes d'études autochtones, rapporte Shannon Tanner, ont été créés dans les années 70 par des universitaires non autochtones, la plupart bien intentionnés, qui reconnaissaient alors l'importance donc d'offrir des enseignements culturellement appropriés aux étudiants autochtones, mais ça sans toutefois concevoir la participation d'intellectuels autochtones comme étant primordiale à la conceptualisation, développement, direction de ces programmes d'études. À l'Université d'Ottawa, je suis allée trop vite. C'était celui-là que je te montrais en premier. À l'Université d'Ottawa, c'est par contraste un professeur en études religieuses, Wendat, Georges Sioui, qui a créé le programme de premier cycle. Et probablement, ça a été créé par un professeur autochtone, justement parce que là, on est rendu dans les années 2000. Dans les années 2000, les choses commencent à changer et effectivement, à ce moment-là, commence à être mal vu. On n'est plus dans les années 70, ça commence à être mal vu de créer un programme d'études autochtones sans consulter les principaux concernés. Ce programme, toutefois, comme ce fut le cas des premiers programmes en études autochtones à travers le Canada, comprenait principalement des cours provenant des disciplines existantes. Donc, il s'est développé timidement en incluant donc des cours tels un cours que moi-même j'enseigne à l'Université d'Ottawa, qui est Anthropologie et peuples autochtones. Donc, des cours dans les disciplines existantes, en anthropologie, histoire, géographie, etc., qui concernaient les peuples autochtones. Et le plus souvent, ces cours-là sont enseignés par des instructeurs non autochtones, dont moi en l'occurrence. Et c'est seulement récemment que le programme d'études autochtones au Canada, à l'Université d'Ottawa, comme à l'échelle du Canada, a commencé à développer sa propre offre de cours et à se préoccuper d'embaucher des professeurs autochtones pour enseigner ces cours-là. Quant au Centre de ressources autochtones, alors je suis juste allée sur leur page Facebook pour voir la dernière activité qu'ils organisaient. Et bien sûr, vous voyez lien Zoom parce qu'on est encore en un mode... on a longtemps été dans un mode virtuel à cause du COVID. Et là, je pense que pour certaines activités, la possibilité de se joindre par Zoom va rester parce que, surtout dans le cas des étudiants autochtones, si pendant l'été, ils sont retournés dans leur communauté qui sont assez éloignés d'Ottawa, je serais pas surprise qu'on continue donc d'offrir des activités comme ça en mode hybride. Donc, le Centre de ressources autochtones, l'idée, c'est d'offrir non seulement des services en lien avec la réussite académique, mais aussi des services qui touchent l'expérience curriculaire, les aspects curriculaires de l'expérience étudiante, comme le bien-être, la gestion d'un budget, etc., parce que souvent, ces étudiants-là viennent de milieux très, très éloignés d'une grande ville comme Ottawa. Et donc, il y a non seulement une adaptation par rapport à l'apprentissage académique, mais aussi à tout un nouveau milieu de vie qui est en jeu. Et comme le souligne la spécialiste en éducation Mi'kmaq, Michelle Pidgeon, de tels centres en sont venus en fait à constituer un chez-soi où, comme en témoignent ce que m'ont raconté mes étudiants autochtones, il fait bon de se retrouver entre autochtones pour partager un repas composé de mets traditionnels, écouter un aîné transmettre ses enseignements ou rigoler devant un film caricaturant le quotidien dans les réserves. Au Canada, ces centres ont vu le jour à partir des années 90 et en 2014, plus de 90% des universités publiques en comptaient un. Quant au Centre de ressources autochtones de l'Université d'Ottawa, il a été mis sur pied en 97 et à l'instar d'autres centres de services du même genre, il a longtemps souffert d'un faible engagement institutionnel en matière de ressources humaines et d'espace sur le campus, et ça jusqu'à ce que l'Université d'Ottawa dépasse la seule voie de l'inclusion pour commencer à s'engager dans la voie de la réconciliation. Alors,
on arrive à la réconciliation. Qu'est-ce qui se passe avec la réconciliation? Ben, on l'a vu aussi au dernier cours. L'approche de la réconciliation, elle est vraiment centrée sur la consultation. Consulter les acteurs autochtones du campus, les leaders des communautés autochtones et des groupes et organisations autochtones entourant l'université pour commencer à réfléchir justement à si on monte un programme d'études autochtones, qu'est-ce qu'il devrait contenir. Si on a un centre de ressources pour les étudiants autochtones, qu'est-ce qu'il devrait offrir comme service. Concrètement, cette réorientation donc a donné lieu à diverses formes de restriction des ressources du pouvoir au sein des universités par le biais de ces consultations-là. Et à l'Université d'Ottawa, ça a concrètement donné lieu, ces consultations, à la nomination d'une déléguée universitaire à la participation autochtone, Brenda McDougall, qu'on voit de ce côté-là de la diapositive, parce que je suis pas bonne avec la gauche et la droite quand je suis nerveuse. Et Taryn Johnson, qui est la directrice du Bureau des affaires autochtones, qui lui aussi a été créé en 2017. Donc, cette Brenda McDougall a comme responsabilité, d'être si on veut, elle est le bras droit du recteur de l'université en tout ce qui concerne les questions autochtones. Quant au Bureau des affaires autochtones, il est dirigé et composé uniquement d'employés autochtones et a pour tâche de gérer le centre de ressources autochtones de l'université. Et le Cercle des aînés de Kichiganzimi-Anishinabeg, la nation Anishinabeg la plus proche de l'Université d'Ottawa, a d'ailleurs rebaptisé le centre Mashkawazi-Wagamig, lieu de force en Anishinaabe-Mowin en 2018, sans doute pour signaler ce changement de garde, pour signaler que maintenant, c'est les Autochtones, les principaux concernés qui gèrent ce centre de ressources. Le Bureau des affaires autochtones a aussi pour responsabilité d'élaborer les politiques autochtones de l'université, puis de veiller à leur mise en œuvre. C'est dans ce contexte que le Bureau des affaires autochtones a développé un plan d'action autochtone en consultation avec les acteurs et actrices autochtones autour de l'université, pour ensuite se charger de son implémentation une fois ce plan d'action intégré en 2020 au dernier plan stratégique de l'université qui s'appelle Transformation 2030. Enfin, le dernier, je dirais, changement qui montre une orientation vers la réconciliation, c'est la redynamisation du Conseil d'éducation autochtone de l'université. Donc, ce conseil, c'est une instance, c'est pas une originalité de l'Université d'Ottawa, c'est une instance qui est obligatoire dans le contexte de l'éducation en Ontario, parce que vous savez, l'éducation au Canada, ça relève des provinces. Donc, je pourrais pas vous dire... Il y a probablement un équivalent dans les autres provinces, mais en tout cas en Ontario, pour avoir du financement de l'éducation postsecondaire pour les apprenants autochtones, pour les étudiants autochtones, il faut mettre sur pied un conseil d'éducation autochtone. Donc, il était plutôt pas très dynamique et pas très consulté jusqu'en 2018, mais à partir de 2018, ce conseil est composé de membres des nations autochtones avoisinantes et ils se réunissent régulièrement pour déterminer et définir les priorités des programmes concernant les étudiants, mais aussi qu'est-ce qui devrait être fait pour assurer le recrutement et le maintien des employés autochtones sur le campus. Et la déléguée universitaire à la participation autochtone, donc Brenda McDougall, co-préside ce conseil et fait donc le pont entre ce que décide ce conseil et la haute direction de l'université. Mais on le sait, ça on est encore donc dans la réconciliation et ça prend du temps à aller vers la décolonisation. Et je pense que si on va... Pardon, ça c'était le Conseil d'éducation autochtone. Ça, c'était le Bureau des affaires autochtones. Je parle plus vite que mes diapositives. Et donc, la dernière chose qu'a mis... donc, la principale chose qu'a mis en œuvre et qui va peut-être amener l'université vers une approche décolonisatrice, mais on n'est pas... On chemine timidement, mais peut-être sûrement, je l'espère, vers ça, c'est le plan d'action autochtone. Alors, ce plan d'action autochtone, ce qui est important de souligner, c'est que la formulation même de ce plan a été autochtonisée, dans le sens où ce sont des éléments de la culture Anishinaabe qui structurent le plan. Selon ces enseignements Anishinaabe, comme le rapporte le site Internet du Bureau des affaires autochtones de l'Université d'Ottawa, un wigwam est la demeure traditionnelle du peuple Anishinaabe. Alors, je pense...
je pense que j'ai une photo. Ouais, c'est ça. C'est le wigwam, c'est à ça que ça ressemble. C'est pas comme le tipi. Ça a une autre forme. Donc, un wigwam est la demeure traditionnelle du peuple Anishinaabe, les premiers habitants de la région d'Ottawa. Chez les Anishinaabe, on enseigne qu'une communauté saine est comparable à un wigwam. Les perches verticales, donc on va retourner à l'image, ça va être plus facile. Donc, les perches verticales représentent les membres de la communauté qui conservent leur autonomie à la base tout en acquérant une stabilité grâce à leur union au sommet. Et les valeurs et les objectifs du groupe sont représentés par les perches formant un cerceau autour de la communauté et soutenant la structure. On va retourner à la citation. Le plan d'action autochtone de l'Université d'Ottawa est articulé autour de cet enseignement. Les objectifs et les valeurs énoncés dans le présent document serviront de fondement à la communauté. Pour que la structure soit solide et fonctionnelle, chaque perche verticale doit soutenir sa propre part du poids, tandis que les cerceaux de l'armature doivent lui conférer à la fois la résistance et la stabilité nécessaires. Fin de la citation. Donc, suivant ces enseignements, le plan d'action autochtone de l'Université d'Ottawa est organisé en 4 cerceaux, soit un ensemble d'objectifs et de valeurs devant organiser la restructuration de l'ensemble des facultés, services et de la haute direction. Le premier cerceau, établissement, comprend des mesures touchant la dotation en personnel, les pratiques administratives et la gouvernance. Elles ont pour objectif d'augmenter le nombre d'étudiants autochtones sur le campus, de membres de personnel administratif et de professeurs, mais aussi d'améliorer les services de soutien pour ces personnes-là afin d'assurer leur rétention et aussi, toujours pour assurer leur rétention, de sensibiliser les allochtones, donc les non-autochtones, aux réalités des peuples autochtones pour qu'ils soient moins racistes par rapport à leurs collègues et autochtones. Le deuxième cerceau, facultés, départements et programmes, inclut des mesures qui visent à renforcer l'enseignement et la recherche autochtone par l'inclusion, par exemple, des connaissances et des méthodes de recherche autochtone dans l'ensemble des programmes d'études de l'université. Le troisième cerceau, espace physique, comprend une série de mesures dont l'objectif est la représentation autochtone sur le campus par l'ajout, par exemple, d'œuvres d'art autochtones. Et là, vous aviez une photo ici. Ça, c'est une œuvre d'art qui a été érigée juste à côté d'une statue d'un des pères Oblat qui a fondé l'université. Donc, on voit l'approche réconciliatrice. Hein, on met une œuvre autochtone à côté d'un ancien colon. Et donc, l'ajout d'œuvres d'art autochtones, la redénomination d'édifices ou d'allées et l'ajout de l'Anishinaabe et des autres langues autochtones parlées dans la région dans la signalétique. Donc, vous le voyez ici, ça c'est, par exemple, dans le bonjour, ça c'est ça c'est à l'entrée du campus. Maintenant, on est accueilli par un grand Kwe, qui veut dire bonjour en Anishinaabe-Mowin, la langue principalement parlée en territoire Anishinaabe. Mais on voit aussi le allô dans d'autres langues autochtones qui sont parlées dans la région d'Ottawa, parce que Ottawa, c'est quand même la capitale du Canada, donc il y a d'autres, étant donné qu'il y a beaucoup d'organisations autochtones qui sont présentes dans la capitale, il y a d'autres langues autochtones qui sont parlées dans la région. Et finalement, le quatrième cerceau, communauté autochtone, inclut des mesures visant à soutenir l'intensification des relations de l'université avec l'ensemble des acteurs et actrices autochtones du territoire qu'elle occupe, en embauchant par exemple un gardien du savoir Anishinaabe au centre Makashwiwogamig, par exemple, ou en offrant un soutien plus accru à l'organisation d'événements et d'activités autochtones sur le campus. Nous l'avons vu à la dernière séance du cours, selon Gaudry et Laurence, 2018, si les universités qui se sont engagées dans la voie de la réconciliation se montrent moins hostiles à l'inclusion des connaissances et des méthodologies autochtones au sein de leur programme, elles chercheraient toujours à les contenir au sein des structures académiques existantes. C'est pourquoi cet auteur et cette autrice plaident pour une autochtonisation fondée sur la décolonisation, afin, je les cite, de donner aux communautés autochtones le pouvoir de retrouver leur souveraineté en éducation tout en travaillant de concert avec les universités. Fin de la citation. Alors, selon moi et la collègue avec laquelle je travaille
pour analyser ce qui se passe à l'Université d'Ottawa, qui est Catherine Dussault, qui est une candidate au doctorat en sociologie Wendat à l'Université Laval. Donc, selon nous, le plan d'action autochtone de l'Université d'Ottawa aspire à mettre en œuvre cette approche décolonisatrice de l'autochtonisation de l'enseignement et de la recherche postsecondaire. Il vise en effet à redonner aux communautés autochtones le pouvoir de retrouver leur souveraineté en éducation, tout en faisant plus largement place aux épistémés autochtones en son enceinte. Dans la pratique, la mise en œuvre de ces objectifs rencontre toutefois autant l'emballement que de l'indifférence, voire même de la méfiance ou de la résistance. Comme elle et moi, on a pu le constater sur le terrain, mais comme aussi on peut le voir dans la couverture médiatique de ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. Ici, vous avez une photo d'un article qui a été publié même pas à Ottawa, mais à Montréal, parce qu'on se préoccupe beaucoup à Montréal de ce qu'on fait à l'Université d'Ottawa, vu qu'on est une institution francophone. Comme quoi, ça c'est au moment où le plan d'action autochtone a été adopté en 2020, mais vous comprenez, c'était le début de la pandémie, donc son lancement officiel, ça a été en 2021, et tout de suite, ça a fait, par exemple, la manchette à Montréal, comme quoi on était des grands fanatiques, c'était des fanatiques maintenant qui étaient au pouvoir, pour pas dire des woke. Donc, dans ce qui suit, donc, après avoir brièvement décrit les origines de mon implication dans ce mouvement de décolonisation, parce que c'est toujours important de se situer quand on travaille dans le domaine, je vais explorer ces différentes réactions en me concentrant plus particulièrement sur la première mesure que mon équipe, l'équipe à laquelle je travaille au sein de ma faculté et moi avons recommandé à la faculté d'adopter, soit l'inclusion obligatoire de l'affirmation autochtone de l'université sur ses syllabus. Oui, et donc, ce qui suit, donc, c'est basé sur un article que moi et Catherine Dussault, nous venons de soumettre et voilà, il n'est pas encore publié, donc voilà, on verra ce que ça donne. Donc ici, juste pour vous situer par rapport à l'image, ça c'est vraiment un site que je vous invite à explorer qui s'appelle Late Native Land, qui en fait, quand vous allez, si jamais vous allez vous promener quelque part dans le monde et vous voulez savoir en quel territoire autochtone vous êtes, ben ce site-là vous permet d'identifier quelles sont les nations autochtones qui sont concernées par le lieu géographique où vous vous trouvez. Donc bien sûr, là, comme moi je parle d'Ottawa, ben j'ai mis Ottawa, Ontario, Canada. Et là, tout de suite, on me dit que si je veux... que je pourrais me mettre en contact avec ces différentes nations pour vraiment vérifier qui se réclame à avoir occupé ce territoire de manière ancestrale, etc. Et on a aussi accès aux noms locaux de comment s'appelle le territoire pour ces personnes-là. Donc, alors je ne vais pas vous mélanger, donc je vais reculer un peu. Donc moi, je me suis impliquée là-dedans. Ce qu'il faut savoir, je suis depuis 2009 professeure à la Faculté des sciences sociales à l'Université d'Ottawa. Et j'ai donc commencé à m'investir dans le processus d'autonomisation de mon université. Au fur et à mesure, je suis devenue consciente des enjeux, des expériences négatives finalement que mes étudiants autochtones vivaient sur le campus. Quand j'ai commencé à enseigner un cours d'anthropologie du programme d'études autochtones premier cycle, mes étudiants autochtones ont commencé à venir me partager dans mon bureau, non seulement comment moi, je les offensais dans ma manière d'enseigner ou dans les contenus de mon cours, mais aussi quelles étaient les expériences négatives qu'ils vivaient dans d'autres cours ou de la part de leur père. Et ils ont surtout, ce qui a surtout attiré mon attention, c'est comment ils déploraient l'eurocentrisme des curriculums de leur programme d'études, y compris ceux que j'enseignais. Et c'est pourquoi, j'ai commencé à mobiliser autour de ça. Et avec l'appui du leadership autochtone de l'université et la direction de ma faculté, j'ai mis sur pied le comité de décolonisation et d'autochtonisation de ma faculté en 2018. Ce comité, il est composé de professeurs représentant chacun des départements de ma faculté. Et à la suite de consultations avec la déléguée universitaire à la participation autochtone et le bureau des affaires autochtones, il a été décidé entre les membres de notre comité et ces instances autochtones à l'université que la meilleure façon de progresser vers un environnement plus inclusif et sécuritaire pour les étudiants autochtones de la FSS, de ma faculté, serait la faculté des sciences sociales, serait d'embaucher un ou une spécialiste de contenu autochtone, soit une des mesures d'action proposées dans le plan d'action autochtone de l'université dans son cerceau établissement.
Cette spécialiste accompagnerait chacune des unités, on est 11 départements au total, de la faculté dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'autochtonisation de type décolonisation de ces programmes d'études en consultation avec les acteurs et actrices autochtones du territoire Anishinaabeg qu'occupe l'université. Il ou elle, ce spécialiste, offrirait également de la formation aux professeurs, comme moi, de la faculté, afin de nous encourager à participer activement à ce processus et donc, mais aussi nous outiller parce que bon, c'est pas juste une question de bonne volonté, mais il faut aussi savoir comment le faire et comment bien le faire. Avant même l'entrée, et Catherine Dussault, donc, a occupé ce poste de octobre 2020 jusqu'à janvier 2021, et c'est à partir de son expérience, mais aussi de sa connaissance, son expertise sur le sujet, parce que c'est un peu le sujet de sa thèse de doctorat, les pratiques autochtones en recherche et en enseignement, donc on a commencé à réfléchir à tout ça et à écrire des choses là-dessus. Donc, avant même l'entrée en fonction de Catherine on a embauché aussi une autre spécialiste de contenu autochtone, Mona Tolly. Notre comité a recommandé à notre faculté de rendre obligatoire l'inclusion de l'affirmation autochtone de l'université sur ses plans de cours, qui est plus largement reconnu comme une reconnaissance territoriale. À l'Université d'Ottawa, on parle d'affirmation autochtone au lieu de reconnaissance territoriale parce qu'en fait, les aînés qui ont été consultés sur comment reconnaître le territoire Anishinaabe sur lequel se trouve l'université ont insisté que, en fait, la reconnaissance territoriale, c'était pas une pratique qui leur était traditionnelle, que, en fait, et donc, il préférait d'affirmer la présence autochtone sur le territoire, parce que ça, oui, ça atteindrait le même objectif que la reconnaissance territoriale, dans le sens où ça visibiliserait que avant que des colons se trouvent sur le territoire, il y avait des autochtones. Ça, c'est une mesure de proposer ça. C'était loin d'être original, de dire qu'il fallait reconnaître le territoire ou inclure l'affirmation autochtone de l'université sur les syllabus. C'était rien d'être original. De nombreuses autres universités au Canada avaient déjà inclus une reconnaissance territoriale à leur syllabus ou sur les pages web de leur programme, dont l'Université de Victoria en 2017. Cette dernière a ainsi justifié l'adoption de cette pratique sur son site Internet, et je la cite, et là, bien sûr, j'ai traduit en français. Bien qu'il y ait beaucoup à faire pour redresser les barrières historiques et continues auxquelles sont confrontés les étudiants autochtones, la reconnaissance territoriale est un élément important de la collaboration avec les communautés autochtones locales. Elle peut inciter les gens à réfléchir à la façon dont ils sont arrivés ici, y compris aux conséquences du colonialisme. Elle peut susciter un sentiment de responsabilité pour en apprendre davantage sur les peuples dont nous occupons les terres, d'où que nous venions. Elle peut enfin être l'occasion de réfléchir à ce que nous devrions faire différemment en fonction de ce que nous avons appris. Donc, comme on peut le constater en lisant cet énoncé, l'inclusion d'une reconnaissance territoriale sur un syllabus entend contribuer à problématiser chez ceux et celles qui vont lire ou entendre cette affirmation ou reconnaissance territoriale d'une des théories qui a justifié l'appropriation des territoires autochtones par les colons en Amérique du Nord, mais ailleurs aussi, soit la doctrine de la terra nullius, selon laquelle les terres où vivaient les Autochtones à l'arrivée des colons étaient libres de droit, car seulement peuplées de sauvages. Cette doctrine, on le sait, a servi à l'effacement systématique des peuples autochtones sur ce territoire pour légitimer la persistance de politiques de dépossession territoriale, d'assimilation culturelle et d'exclusion sociale. Donc, en encourageant les résidents actuels de ces territoires à reconnaître que ces territoires, en fait, sont au contraire encore habités par des peuples qui étaient souverains au moment de l'arrivée des Européens, et que cette souveraineté est non seulement historique, mais encore actuelle, donc contemporaine, quoique compromise, on le sait, par plusieurs siècles de domination coloniale. Cette pratique cherche à démolir un des mythes fondamentaux du colonialisme d'occupation, ce que je traduis settler colonialism, celui de la souveraineté absolue de la couronne britannique sur ces terres et donc de l'autorité suprême des institutions coloniales sur celles-ci. Donc, reconnaître qu'on enseigne un cours en territoire qui est d'abord le lieu d'affirmation et d'exercice de souveraineté autochtone, bien avant d'être soumis à la gouvernementalité coloniale, autorise une transformation radicale de notre relation au peuple autochtone. Du moins, c'est ce qu'on espère.
de pays de la couronne en 1876 avec la loi sur les Indiens dans le contexte canadien, et elles deviennent les membres de peuples dont les juridictions ont toujours interrompu, pour reprendre les mots de l'anthropologue Mohawk Audra Simpson, les juridictions des gouvernements coloniaux qui sont encore aujourd'hui l'État fédéral et les États provinciaux au Canada. Or, l'obligation d'inclure une affirmation autochtone dans les plans de cours de ma faculté a suscité des réactions diverses au sein du corps professoral, et ce tant chez les enseignants autochtones que non autochtones. Certains professeurs autochtones et non autochtones l'avaient déjà inclus dans leur plan de cours, et se sont donc réjouis de l'aval institutionnel et par conséquent d'une plus grande diffusion de cette pratique. D'autres, néanmoins, y ont plutôt vu soit une menace à la liberté universitaire ou une forme de tokenisme. Alors maintenant, on va explorer un peu ces réactions, mais je vais me ravitailler en eau avant. Alors, quelques professeurs non autochtones ont dénoncé l'imposition d'un contenu curriculaire dans leurs cours, soit une pratique allant, selon eux, à l'encontre du principe de la liberté universitaire selon eux et elles. Et là, je vous ai mis, donc ils se sont plaints, ils ont fait entre autres une plainte au syndicat, et peu après, on a reçu un mail, un bulletin de notre syndicat qui nous disait que effectivement, tel que stipulé à l'article machin de la convention collective, on n'était pas obligé de mettre cette affirmation autochtone parce que on demeure libre selon la convention collective, parce qu'on est syndiqué à l'Université d'Ottawa, de rédiger nos syllabus comme bon nous semble. Donc, ils ont dénoncé l'imposition d'un contenu curriculaire dans leurs cours, soit une pratique allant à l'encontre du principe de la liberté universitaire selon eux et elles. De leur point de vue, il importe d'abord et avant tout que les enseignants des institutions postsecondaires jouissent pleinement du libre choix de la matière couverte dans leurs enseignements, incluant celui d'inclure ou non cette affirmation dans leur syllabus. Comme le remarquent les géographes Susan Mills et Tyler McCreary, cette défense du principe de la liberté universitaire dans le cadre de l'autochtonisation des curriculums postsecondaires, faut le comprendre, et je le reconnais moi-même, s'inscrit dans un contexte plus large de transformation profonde de la gouvernance des institutions publiques, dont celle d'enseignement supérieur. Dans la foulée de la néolibéralisation des universités, donc l'adoption d'une nouvelle logique opérationnelle d'inspiration néolibérale pour administrer les universités selon une approche coût-bénéfice, les enseignants-chercheurs ont vu les sujets de leur recherche, comme ceux de leurs cours, devenir de plus en plus dictés par les intérêts du marché. D'où une préoccupation grandissante chez les professeurs d'université de protéger leur liberté académique contre toute ingérence administrative ou politique, et ce, afin d'être en mesure de poursuivre ce qui, à leurs yeux, est la mission première de l'université, la formation à la pensée critique. Or, une version problématique, selon moi et Catherine, de cet argument, et aussi selon... Et on avance ça à la suite de la juriste Anishinaabe Karen Drake, et que toute imposition de contenu curriculaire effectuée au nom de l'autochtonisation des programmes d'études universitaires relèverait de la rectitude politique, soit de normes autres que les standards de rigueur dans l'académie. Le problème avec ce type de raisonnement, soutient Karen Drake, est double. D'abord, il part du principe que l'enseignement même des disciplines eurocentriques traditionnelles est nécessairement neutre, je vais pas vous distraire, sans programme politique particulier, soit un présupposé qu'ont justement remis en cause les universitaires qui en appellent à la décolonisation de l'université, dont Marie Baptiste, cette chercheure Mohawk dont je vous ai déjà bien cité les travaux et qui a développé ce concept d'impérialisme cognitif. Ensuite, continue Karen Drake, ce même raisonnement infère que les travaux de ces universitaires comme Marie Baptiste ne respecteraient pas les standards académiques et donc ne mériteraient pas d'être pris en compte au moment de choisir d'inclure ou non une affirmation autochtone sur son syllabus. De l'avis de l'autrice, et là oui, je vais vous mettre la diapositive parce que c'est sa citation, et je la cite, ceux qui veulent enseigner que l'affirmation de la souveraineté absolue du Canada est légitime ont l'obligation de répondre à la substance des critiques de cette affirmation. Donc, et une de ces critiques, c'est justement la reconnaissance territoriale, l'affirmation autochtone de l'Université d'Ottawa,
Rejeter ces critiques parce qu'elles relèveraient de la rectitude politique sans considérer leur substance est une façon de les banaliser et d'empêcher le débat sur la question. Dans ce contexte, les accusations de rectitude politique constituent la véritable menace à la liberté académique. C'est la liberté académique de ceux et celles qui sont accusés de rectitude politique qui est attaquée et non la liberté académique de ceux et celles qui en brandissent la barbe. Fin de la citation. Ceux qui ont interprété l'inclusion obligatoire de l'affirmation autochtone de l'université comme une forme de tokenisme craignaient pour leur part que l'engagement de la faculté à s'autochtoniser ne se traduise qu'en des mesures symboliques, soit quelques gestes superficiels qui n'exigeraient au bout du compte que peu ou pas de changements structurels conséquents. Donc, je vous ai mis ici la définition de tokenism en anglais parce que c'est sûr que c'est pas un mot vraiment français, mais vous savez, au Canada, on s'approprie des mots. Ben, vous le faites aussi en France, hein, vous dites parking au lieu de stationnement. Mais bref. Donc l'idée du tokenisme, c'est vraiment quand on fait quelques petites mesures et pouf, on dit OK, affaire réglée. On va rajouter une femme sur le conseil par exemple d'administration et on va dire que ah oui, là maintenant on est divers, on n'a plus de discrimination par le genre, etc., etc. Donc le tokenisme, c'est quand on prétend changer les choses en mettant en œuvre seulement quelques gestes superficiels qui exigent au bout de compte que peu ou pas de changements structurels conséquents. En agissant de la sorte, la faculté des sciences sociales pourrait améliorer sa réputation auprès des étudiants, professeurs, membres des communautés autochtones avoisinantes, en donnant l'impression d'être en train de se décoloniser avec ces peuples-là, mais ça sans que ces instructeurs n'aient à réviser en profondeur leur politique ou leur pratique d'enseignement. Parce que c'est vrai, avouons-le, hein, on peut mettre affirmation autochtone sur syllabus, puis pas aller plus loin, à se questionner, se remettre en question comme professeur par rapport à la manière dont on enseigne, qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qui compte ou non comme savoir, etc. En ce sens, l'obligation d'inclure une affirmation autochtone dans les plans de cours incarnerait une des politiques de distraction, comme les appelle le spécialiste en études autochtones Tsalagi Jeff Corntassel. Elle ne constituerait qu'une mesure superficielle et donc nuisible à la décolonisation de l'éducation postsecondaire, puisqu'elle ne servirait qu'à neutraliser la critique, voire la délégitimer, plutôt qu'à lui rendre toute sa force. Dans la littérature, certains tenants de cette critique vont jusqu'à s'interroger sur le danger même de s'aventurer dans la décolonisation des universités. Par exemple, et je l'ai déjà cité plusieurs fois, cette chercheure, mais on va la citer à nouveau, Leanne Betasamoke Simpson, par exemple, s'inquiète des énergies gaspillées par les siens à essayer de convaincre le monde universitaire de la valeur intrinsèque des savoirs autochtones. Et là, je la cite, « Quand l'intention première de l'Académie est d'utiliser nos systèmes de connaissances pour légitimer l'autorité coloniale des colons sur nos nations dans la société canadienne. Ce monde ayant continuellement prouvé son refus de reconnaître et de soutenir la validité, la légitimité, la rigueur et les principes éthiques de l'intelligence Anishinabeg, soutient-elle, les siens devraient dès lors retirer nos efforts collectifs considérables pour autochtoniser l'Académie, cesser de demander la reconnaissance et faire ce travail pour nous-mêmes, par le biais d'une résurgence des systèmes intellectuels autochtones et d'une récupération du contexte dans lequel ces systèmes opèrent, le territoire, les terres autochtones. » Comme le rappelle la spécialiste en éducation supérieure Mi'kmaq Michelle Pidgeon dans le titre d'un de ses articles, qui est « More than a checklist », plus qu'une liste de contrôle, la tokenisation des universités est effectivement plus qu'une liste de contrôle. D'un point de vue autochtone, elle renvoie à l'inclusion significative des savoirs autochtones dans le quotidien de l'institution, de ses politiques à ses pratiques, et ce, à tous les niveaux. Rendre l'inclusion de l'affirmation autochtone de l'université obligatoire dans les plans de cours de la FSS ne constituait pas, à nos yeux, qu'une fin en soi. Elle s'inscrivait plutôt dans une série de gestes décoloniaux qui, articulés les uns aux autres, transformerait graduellement la relation de notre faculté aux acteurs autochtones du campus et au-delà. Les critiques de tokenisme de nos collègues, comme les mises en garde de Corntassel et de Simpson, nous appellent toutefois à demeurer vigilants. Nos actions de décolonisation ou de tokenisation sont-elles en train de reproduire ou de démanteler le colonialisme d'occupation? Contribuent-elles ou non à la dépossession ou à la restitution des territoires autochtones? Car pour véritablement se décoloniser et s'autochtoniser,
Betasamoke Simpson, les universités doivent, et je la cite, devenir une force décolonisatrice dans la vie intellectuelle des peuples autochtones en se joignant à nous pour démanteler le colonialisme de l'occupation et protéger activement la source de notre savoir, les territoires autochtones. Et donc, c'est sûr que, mon université essaie de se décoloniser. C'est compliqué. On va peut-être y arriver, mais ça va prendre du temps. Il y a des initiatives, justement, de land-based learning, d'apprentissage par le territoire qui commencent à être mises en œuvre, justement, pour aller plus loin que de juste l'affirmation autochtone. Et là, je vais vous parler, donc, de c'est quoi cet apprentissage par le biais du territoire, et ensuite conclure en vous parlant un peu de comment cette modalité d'enseignement a été développée à Deshinta et les réactions que ça a suscité, mais très brièvement, parce qu'il ne nous reste pas des tonnes de temps. Et dans ce qui suit, donc, pour vous parler de l'apprentissage par le biais du territoire, je m'appuie principalement sur la recension de littérature récemment effectuée par Andrea Bora, Angela Mashford Pringle et Blake Poland, dont vous avez ici la citation. Donc, l'apprentissage à partir du territoire, land-based learning, est pratiqué par les peuples autochtones, depuis des temps immémoriaux. C'est pas un nouveau truc, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et bien que cette forme d'éducation varie en fonction de la diversité des territoires et des peuples concernés, elle a toujours été centrée chez les Autochtones sur la terre comme premier enseignant. Land as first teacher. La terre, d'un point de vue autochtone, est la base de toute vie et par conséquent la base de tous les enseignements essentiels à l'éducation. Lorsque l'apprenant reconnaît la terre, le territoire, comme son premier enseignant, les enseignements de nature à la fois empirique, ce qui relève des sciences naturelles, par exemple, et spirituelles, ce qui pourrait relever d'enseignements sacrés, se relève à lui ou elle directement tel qu'il le souhaite. Cette méthode d'apprentissage, on le devine, n'est pas vraiment réalisable en salle de classe. C'est le fait d'être sur le territoire qui permet à l'apprenant de faire l'expérience de l'interconnexion entre tous les êtres vivants et non vivants, ce qui est un élément central aux philosophies autochtones. En effet, le territoire, de ce point de vue, incarne la nature même du savoir car il est vivant, dynamique et actif. Or, le fait d'être en contact direct avec ce territoire permet aux apprenants de s'engager dans un processus d'apprentissage, la connaissance d'un point de vue autochtone émergeant du fait d'être enveloppé par le territoire et d'entrer ainsi en relation très étroite et réciproque avec ses éléments physiques et spirituels. Donc, et ce qu'il faut aussi insister, c'est que c'est pas un apprentissage limité à la nature. Il peut aussi se réaliser dans l'espace urbain. Bien sûr, il existe une croyance répandue selon laquelle cet apprentissage implique nécessairement de se déplacer en pleine nature ou de s'isoler dans la brousse. Cependant, ce mode d'enseignement peut tout aussi être pratiqué en ville, car au Canada, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont l'ensemble des territoires. Je vous rappelle, il fallait vérifier sur ce site-là, mais c'est vraiment l'ensemble des territoires qui sont autochtones. Donc, quand je suis à Ottawa, je suis en territoire autochtone. Quand je suis à Montréal, je suis en territoire autochtone, même si c'est une métropole. Donc, les villes, voire les métropoles qui existent aujourd'hui, ont été construites sur des terres que les peuples autochtones ont occupées et continuent d'occuper depuis des centaines de milliers d'années. Lorsqu'on déambule dans une ville avec en tête la présence historique et contemporaine des Autochtones sur cette terre, d'abord, notre façon d'entrer en relation avec la ville change complètement, parce qu'on en vient à découvrir les couches d'histoire et de relations qui s'y sont accumulées. Entrer en relation avec ces couches d'histoire et de relations, c'est prendre conscience des liens qui se tissent entre le bâti, les espaces verts, le capitalisme, le colonialisme et l'histoire non écrite et invisible de la résistance autochtone à leur élimination physique ou culturelle dans le contexte canadien. Les peuples autochtones vivant en milieu urbain, dont plus particulièrement les jeunes autochtones dans cette situation, sont souvent dépeints comme n'étant pas authentiquement autochtones. Or, cette perception eurocentrique dominante nie les relations des Autochtones qui vivent en milieu urbain avec cet espace. Le territoire, quel que soit son paysage actuel, soit un centre urbain ou un environnement dit naturel, demeure central aux identités, cultures et langues autochtones. L'autre chose aussi qui est important par rapport à cette modalité d'apprentissage, c'est que contrairement aux méthodes occidentales d'apprentissage et d'enseignement, l'éducation autochtone n'a jamais été séparée des activités quotidiennes. Donc, la chasse, la cueillette, le piégeage, la pêche, c'est des manières d'enseigner.
Les opportunités d'apprentissage sont toujours présentées suivant le rythme de la vie quotidienne et les besoins de l'environnement, de la famille et de la communauté. C'était pas non plus considérer l'éducation comme un moyen, comme ce l'est aujourd'hui, de plus en plus dans l'université néolibérale, de accéder à un emploi. Hein. Vous avez une formation, il fallait avoir un emploi ensuite. Mais plutôt comme une pratique de construction sociale, politique, voire même spirituelle. Être sur la Terre, ça nécessite et facilite les relations entre les personnes, la famille, la communauté et tous les êtres vivants. Entrer en relation réciproque et étroite avec le territoire amène les apprenants à réaliser que chaque partie de cet environnement est nécessaire à la vie de l'un de l'autre. Enfin, donc c'est un apprentissage qui est vraiment de nature holistique et où l'élément de la spiritualité est particulièrement important, ce qui est bien sûr le plus souvent exclu des modes eurocentriques d'enseignement. Et ce qui est finalement important de souligner, c'est que c'est pas équivalent à l'apprentissage à partir du lieu, place-based learning, hein, où là, on déplace par exemple un cours d'histoire, on s'en va, par exemple, je sais pas moi, au château de Versailles, on donne le cours au château de Versailles parce que là, on parle des monarchies. Là, ce mode d'enseignement, quand le place-based learning, la plupart du temps, va en fait ce mode d'enseignement donc diffère de l'apprentissage à partir du territoire parce qu'il ne va pas relier le lieu en question à l'histoire, aux connaissances et aux récits autochtones. En contexte canadien, l'apprentissage à partir du lieu ne reconnaît pas le plus souvent que le lieu en question constituait d'abord et avant tout un territoire autochtone. Donc, il va continuer de suivre les paradigmes dominants en éducation sans tenir compte des liens spirituels ou émotionnels qui relient les occupants du premier lieu où se déroule le cours en question. Donc, il va finalement continuer de contribuer à l'effacement, l'invisibilisation des peuples autochtones. Donc, c'est pas à confondre. Bien sûr, c'est un mode qui, vous l'imaginez bien, est complètement marginalisé et quand on essaie de l'introduire en milieu universitaire, on peut deviner que ça crée quelques remous. Si juste inclure une information autochtone sur un syllabus crée toutes les émotions que j'ai décrites, imaginez insister sur investir dans du land-based learning. Et donc, là, je vais me retourner vers ce que nous rapporte l'écologiste politique Erin Freeland Ballantyne, qui a été une des fondatrices du seul programme universitaire d'apprentissage par le biais du territoire accrédité au monde, le Deshinta Center for Learning. Alors, ce qu'elle nous rapporte dans cet article de 2014, c'est que les gens étaient soit très favorables à cette idée que les aînés soient traités comme des professeurs et qu'ils soient reconnus comme des égaux et collaborent avec les professeurs d'université, soit complètement furieux de la perturbation du pouvoir académique tel qu'il se pratique et se légitimise traditionnellement parlant dans le milieu universitaire. La création de Deshinta, comme le rapporte Ballantyne, a polarisé les esprits et les réactions ont été révélatrices du sentiment profondément ancré du droit et du pouvoir que l'État et les institutions existantes ont sur la détermination de ce qui compte ou non comme éducation. Plutôt que de soutenir des espoirs où le savoir académique et le savoir autochtone se chevaucheraient, le savoir autochtone était considéré par ceux qui étaient contre l'idée du projet de Deshinta comme un programme qui devait être relégué dans des camps culturels. Le fait que des processus comme la chasse, le tannage de peau puissent établir des parallèles ou même servir de base à la gouvernance, à la recherche de consensus et à l'autodétermination continuait d'échapper à la plupart des administrateurs universitaires concernés. L'apprentissage, et Ballantyne en fait argumente que la raison pourquoi il y a tant de résistance par rapport à cet apprentissage par le biais du territoire, c'est que cet apprentissage, cette mode d'enseignement est un coup direct au pouvoir colonial en contexte canadien. Deshinta remet en effet en question, souligne Ballantyne, l'éducation telle qu'elle est dictée par le colonialisme d'occupation, soit une éducation qui vise principalement à produire des corps colonisés et colonisables, qui vise et non à cultiver le développement de relations solides de réciprocité avec la terre chez les apprenants autochtones. Et pourquoi? Parce que le colonialisme se fonde sur la détériorisation totale de la relation des personnes avec les terres qu'ils habitent. Hein? Les pensionnats indiens, c'était ça.
On a arraché les enfants, on les a envoyés dans des pensionnats, on leur a dit que leurs enseignements traditionnels valaient absolument rien. On leur a appris à devenir des bonnes ménagères ou des bons fermiers. Et ils ont été renvoyés dans leur réserve ensuite parce que, bien sûr, ils n'arrivaient pas à s'inscrire. En même temps, la société plus large demeurait très raciste et c'était impossible pour eux, très difficile pour eux d'obtenir un emploi dans la société dominante. Retournent dans leur réserve, mais avec le sentiment que finalement, plus la capacité de continuer à pratiquer les modes traditionnels de subsistance parce que complètement déconnectés de cette transmission-là. Hein. Pendant qu'ils étaient au pensionnat, ils n'ont pas appris à chasser, ils n'ont pas appris à pêcher, ils n'ont pas appris à subvenir à leurs besoins. Donc, ils ont perdu ce lien avec le territoire. Donc, vraiment, le colonialisme se fonde sur cette déterritorialisation totale de la relation des personnes avec les terres qu'elles habitent. Donc, c'est un processus qui sépare les gens des pratiques avec ces terres qui les ont jusqu'à-là maintenus en bonne santé, et ce, même s'ils vivent toujours sur ces terres. Ainsi, quelque chose comme des Shinta qui visent plutôt à reconnecter les gens au territoire, à retransmettre les compétences, les connaissances et les pratiques pour subvenir à ses besoins, tout en maintenant des relations de réciprocité avec ce territoire, ben ça menace directement, selon Ballantyne, le projet d'occupation coloniale des colons, en brisant la dépendance au capitalisme créée par la déterritorialisation. Lorsque les étudiants et le corps enseignant créent une communauté où leurs relations sont ordonnées par leur relation avec la terre, pour citer Ballantyne, le travail de décolonisation passe d'une discussion théorique à la pratique d'être et de devenir une source de pouvoir décolonial. Et là, elle nous donne, par exemple, dans son article, l'exemple de la chasse. Et je la cite, « Tout le monde s'accorde à dire que le gibier est bien meilleur pour la santé et l'écologie, donc les animaux qu'on chasse, dans le Grand Nord canadien que la viande industrielle. Mais la chasse, lorsqu'elle passe du stade de l'affirmation culturelle, et aussi, je tiens à dire, c'est impossible d'être végétarien et de vouloir promouvoir le développement durable dans le Nord canadien, il n'y a rien qui pousse. Alors, voilà pourquoi je parlais de viande. c'est juste impossible d'être écologique et végétarien dans le Nord canadien. Parce que les légumes ont fait 1500 km pour se rendre à toi. Alors, imagine toute l'essence qui a été dépensée pour venir, ça a comme juste pas de bon sens. Donc, le gibier, c'est vraiment la manière la plus écologique de vivre. Donc, la chasse, lorsqu'elle passe du stade de l'affirmation culturelle à celui de la pratique, devient complexe. Pour aller à la chasse, il faut le savoir collectif de générations qui ont appris à reconnaître où les orignaux aiment à être à certaines périodes de l'année, comment ils se déplacent, comment ils sont affectés par la neige, l'eau et la température. À des Shinta, des facteurs tels que les conseils et les connaissances des aînés, le changement climatique, l'invasion d'une entreprise d'exploration de minaux, des métaux de terre rares dans le voisinage, entrent en ligne de compte dans nos délibérations sur la chasse. Et ces conversations de groupe enseignent activement ce qu'est l'autogouvernance autochtone. Ces libérations se font tout en les entremêlant de réflexions provenant de livres, parce qu'ils constituent quand même une université. Là, on va lire des auteurs, des intellectuels qui vont discuter de tout ça. Et ensuite, les groupes étudiants et enseignants, pour finir la citation de Ballantyne, composés d'individus provenant de différentes nations autochtones et non autochtones, de jeunes et de moins jeunes, apportent de nouvelles considérations sur ces questions qui, de ce fait, sont retravaillées dans des cycles sans fin et de plus en plus profonds, d'apprentissage, désapprentissage, réapprentissage. Et pour terminer la citation, donc, le processus de Deshinta est intensif, avec jusqu'à 8 semaines passées dans le bois, avec un petit groupe intergénérationnel à effectuer un travail physique, mental et spirituel très dur, jour après jour. Fin de la citation. Donc, on voit, c'est vraiment un mode d'enseignement complètement différent de ce qu'on peut imaginer être enseigné dans une université. Alors, je vais terminer là. Mais, Ouais, je vais terminer là. Il me reste 5 minutes, mais voilà. Je trouve que c'est le bon moment de terminer.